Bon, partie 2. Parce qu'en fait, mon truc a crash, mais comme ça fait quand même un quart d'heure que j'enregistrais et que l'idée c'est d'être un peu spontané aussi, j'ai pas très envie de recommencer. Donc voilà, tant pis, partie 2 improvisée, et comme ça, bim, plus de revenus dans mes poches, hein, bien sûr, comme on parle de tunas en plus. Bien fait pourvu. Bref, ce que je disais, c'est que donc effectivement, pour continuer sur ce que je disais, effectivement, du coup, c'est un algorithme qui décide, hein. Je laisserai la fin de la partie, comme ça vous verrez, je serai en mode non, et vous pourrez en rire et faire des mèmes incroyables. Euh, donc, effectivement, en fait, YouTube se base du coup sur un algorithme pour pouvoir trier un peu et dire, ben lui, il a droit à telle somme, lui, il a droit à telle somme, lui, il a droit à telle somme. Sauf que le problème, c'est qu'un algorithme a des biais. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais un algorithme étant basé sur des idées humaines, hein, des idéologies ou des idées ou des façons de calculer humaines, eh bien, forcément, il y a des biais. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs le chat sceptique, hein, qui parle beaucoup des biais en statistique, par exemple, hein, et du fait que parfois, bah, on peut utiliser des méthodes différentes qui sont tout autant justes les unes que les autres, mais qui vont avoir des résultats différents. Bref, et donc en fait, c'est bien ça le souci en fait, c'est que ça devrait être en fait à YouTube de commencer à penser différemment et à se dire bon bah ok, lui par exemple il sort une seule vidéo par mois, mais proportionnellement à son nombre d'abonnés il fait X rentrées, X nombre de vues, bah il devrait gagner telle somme. Alors que lui il fait 50 vidéos, voilà par exemple ici la parenthèse, comme, enfin, parce que Psychodélique le soulignait lui-même avec ses revenus. Moi, j'ai pas encore de revenus parce que je suis pas encore dans les standards de YouTube concernant le minimum d'abonnés et de vues qu'il faut avoir. Enfin, bref, on s'en fout. Mais effectivement, en fait, ça n'a entre guillemets pas de sens que moi, je puisse gagner autant que le JDG, par exemple, juste parce qu'en fait, je sors plein de vidéos avec la parenthèse. Parce qu'en fait, ça me demande 10 fois moins de moyens et 10 fois moins d'investissement de faire des vidéos ici comme ça, plutôt que le JDG, de faire ses JDG une fois par mois. Et avant, c'était les producteurs qui décidaient de ça. Et maintenant, alors le côté positif, c'est qu'on dépend plus des producteurs, mais le côté négatif, c'est qu'effectivement, dès qu'on veut faire des gros projets, c'est extrêmement compliqué de le faire sans sponsor et sans du coup producteur. Donc c'est un peu encore une fois le serpent qui se mord la queue, parce que parce qu'en fait le YouTube ne rapporte plus assez quand tu fais des gros projets, et par contre quand tu fais des petits projets mais qui sont faciles à faire et qui marchent bien, là par contre c'est jackpot. Je compte sur vous d'ailleurs, hein, pour que ce soit jackpot pour moi, bien sûr. Regardez en boucle mes vidéos, hein, faites 50 000 comptes et pouce bleuté bien sûr la chaîne. Je rigole, c'est bon YouTube, ne me bannissez pas, c'était une blague. Bref, je crois que vous comprenez. Je crois que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Donc, c'est ça que je veux dire par c'est pas normal entre guillemets que le JDG ne gagne pas assez, hein. C'est qu'effectivement le JDG devrait avoir un peu plus de liberté et pouvoir gagner un peu plus d'argent, sachant que effectivement ces vidéos, proportionnellement je pense, ces statistiques sont vraiment bonnes, hein, par rapport au public, par rapport aux pouces bleus, mais comme effectivement par rapport au biais de l'algorithme ça ne passe pas, eh bien ils gagnent pas assez, et c'est extrêmement triste. Bref, commentaire suivant, hein. Notre-Dame défonce l'écologie. Donc, pour rappel, hein, vite fait, la vidéo où il faut des chaînes énormes et centenaires pour reconstituer Notre-Dame. On a là-dessus Farcus Meulart qui nous dit Notre-Dame, comme on l'a vu avant l'incendie, date du 19e siècle avec la restauration de Violette-le-Duc. À l'époque, les architectes restauraient beaucoup, mais la restauration n'était pas à l'identique, mais était issue de l'imaginaire dont les constructions du Moyen-Âge étaient perçues, comme les forteresses de la ville de Carcassonne. Donc en gros, les chênes utilisés étaient plus vieux que la cathédrale Notre-Dame, comme nous l'avons connue avant l'incendie. C'est une information à prendre en compte. Si tu t'intéresses au sujet de la restauration, notamment à l'époque contemporaine, on peut t'en parler. On peut t'en parler, c'est moi qui ai fait la liaison mauvaise. Même en face à face, comme on n'est pas loin, mon voisin belge. Eh bien, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Farcus Meulart. C'est très cool. Et en vrai, parce qu'il y en a déjà plusieurs qui m'ont proposé des entrevues et j'adorerais, vraiment. J'adore parler avec les gens, sinon je ferais pas cette chaîne d'ailleurs.
Mais le souci, c'est qu'en fait, comme j'ai moi-même une chaîne de divertissement à côté, et que en vrai, même si j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup parler et tout, en fait, on va dire que voilà, parler et discuter de l'actualité, c'est un peu un hobby pour moi. Et à côté, faire du divertissement, de la création, c'est vraiment ce que j'adore, quoi. Donc disons que en fait, le truc, c'est de concilier les deux, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué, en fait, surtout de faire des entrevues avec des gens, parce que aussi, je suis une personne extrêmement désorganisée. Et donc en fait, comme ça, ici, les vidéos de la parenthèse, j'essaye de le faire quand j'ai du temps. Eh bien, il faudrait que, peut-être à la longue, effectivement, si la parenthèse marche aussi bien, voire mieux, eh bien, que je m'organise un petit peu pour dégager du temps et faire en sorte que je puisse faire des entrevues. Bref, mais avant de faire ça, disons que pour le moment, voilà, je suis un peu découpé entre la parenthèse et Tibul, chaîne YouTube et chaîne Twitch. Et du coup, en fait, c'est un peu compliqué. Mais comme je l'ai déjà dit, et je le répète quand même, si la parenthèse à un moment donné marche, j'aimerais quand même la faire évoluer. J'aimerais quand même que ce soit plus que juste du talk comme ça. Je trouve qu'il y a moyen de faire mieux. Je pense qu'il y a moyen de vraiment faire un truc vraiment cool. Mais comme là maintenant je manque de temps, voilà, j'attends un peu de voir si la patte prend. Et si la patte prendra, et bien à ce moment-là, je ferai en sorte quand même que ça ait un peu plus de tronche qu'aujourd'hui. Voilà. Pour ce que tu dis sur Notre-Dame, c'est extrêmement intéressant. En effet, t'as raison, c'est hyper important de prendre en compte, et c'est vrai que moi je le parlais évidemment en tant que profane hein, de la restauration. Et t'as raison, en fait, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Maintenant, malgré tout, justement, je pense que la restauration, c'est hyper intéressant, si tu veux. Et je ne doute pas qu'effectivement, au sein même des restaurateurs, il doit y avoir des débats dessus sur quelle chaîne utiliser, comment le faire et tout ça. Mais je trouve que malgré tout, quand tu restaures quelque chose à un instant T, tu dois prendre en considération l'instant T. C'est-à-dire que par exemple, s'il n'y avait plus de cailloux sur Terre et que tu devais restaurer Notre-Dame, eh bien peut-être que tu ne le ferais pas avec des cailloux ou des pierres, mais que tu le ferais avec d'autres matériaux et que tu ferais en sorte qu'elle ressemble à des pierres. Après, évidemment, moi j'entends restauration dans le sens plutôt essayer de refaire quelque chose à l'identique, mais sans forcément prendre les matériaux d'origine. Or, la restauration, au sens propre du terme, pardon, c'est vraiment restaurer à l'identique, et parfois même avec les techniques de l'époque. Et dans ce cas-là, effectivement, t'es obligé de prendre des outils d'époque, de prendre des machins, et ça a l'air d'être d'ailleurs un travail génial. Quand je vois les gens faire ça, je me dis, mais putain, ça doit être tellement chaud de trouver des clients, mais tellement stylé à faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'on a des défis hein, climatiques, des défis écologiques à surmonter, je me posais la question de la, comment dire, enfin voilà, de la possibilité, enfin de l'intérêt porté au fait que ça doit être restauré à l'identique. Voilà. Mais en attendant, ce que tu soulignes est très intéressant et effectivement est à prendre en compte. Commentaire suivant, et ce sera le dernier commentaire. J'ai, comme d'habitude, hein, je fais un résumé des commentaires, donc je prends les commentaires qui me semblent sur lesquels je peux rebondir, ou sur lesquels il était intéressant de rebondir. Ceux où je suis juste 100% d'accord, parfois je les remets pas dedans, ou alors j'y réponds aux commentaires. Bref, ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas dedans. C'est pas parce que je vous déteste. Enfin bon, ça c'est encore une autre question, mais l'université contourne la loi, hein. L'article, et c'est encore Farkus Meulart qui nous répond. Un dernier point serait sur la notion de pensée où tu supposes que les étudiants n'ont pas le droit de penser par eux-mêmes. Généralise tes propos, je crois, désolé. Oui, effectivement, mais je crois que c'est à peu près ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais faire comprendre. En effet, je voulais pas généraliser, mais je trouve qu'il y a un côté quand même là derrière à l'université. Je suis en licence d'histoire, géographie, et j'ai l'impression que nous devons nous adapter à la vision d'un professeur, être le plus neutre possible pour ne pas créer de désaccords. Je trouve que cette vision de neutralité sur une copie nous permet d'appréhender plusieurs événements de notre vie future, notamment la relation employé-patron. Être neutre, argumenter sans pencher d'un côté ou de l'autre, essayer d'approcher l'objectivité.
Alors évidemment, moi je peux être qu'en accord avec le fait d'essayer d'approcher l'objectivité. C'est hyper important évidemment. Et effectivement, je pense que il faut en effet hein, essayer de s'approcher le plus possible de quelque chose qui se trouvait justement si tu es face à quelqu'un qui a une opinion divergente et que tu veux trouver un accord, et ben il faut trouver un accord avec cette personne. Mais c'est justement ça en fait qui me dérange. C'est que pour moi, on ne doit pas s'adapter à la vision d'un professeur, en fait. Le professeur, en fait, il n'est pas là pour propager sa vision. Il est là pour propager normalement une vision objective, puisqu'il répand normalement à l'université une science, d'accord? Par exemple, en philosophie, j'invente, mais en philosophie, un professeur ne va pas montrer son axe de pensée par rapport à un sujet ou un philosophe, mais il va parler des différents axes de pensée qu'il y a autour de ce philosophe, pourquoi ces courants-là ont été démontés, pourquoi ces courants-là ont été retenus, et pourquoi ces théories sont vraies et celles-là sont potentiellement fausses. Il va parler aussi des consensus et aussi probablement des personnes qui vont faire croire qu'elles savent alors qu'elles ne savent pas, par exemple. Mais justement, ça n'est pas censé être une opinion, c'est censé être parce que ses pairs, lui et ses pairs, hein, ont décidé effectivement que jusqu'à preuve du contraire, ça paraissait être le plus plausible. Pardon. Et en fait, c'est ça qui me dérange, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de professeurs d'université qui semblent extrêmement objectifs dans leurs travaux, mais une fois qu'en fait ils commencent à enseigner, ils considèrent que leur manière d'enseigner, par contre, est la bonne. Et du coup, voilà, ici, ils considèrent qu'il faut faire un QCM, ils vont faire un QCM. S'ils considèrent qu'il faut... Et en fait, leur manière de côté aussi, et c'est ça qui me dérange, ils vont pas forcément la remettre en question. Et vous allez voir encore avec cet après-midi, hein, on va en reparler, vous allez voir, je vous ai concocté parce que j'ai vu que c'était un sujet justement hyper intéressant. Et moi, c'est un sujet que j'adore, voilà, discuter. Et en fait, vous allez voir que effectivement, en fait, moi, je trouve ça assez choquant, en fait, parce que, effectivement, normalement, un professeur devrait pouvoir échanger avec un élève. Et un professeur étant lui-même neutre, devrait accepter une opinion aussi différente. Et c'est ça qui me dérange, c'est que quand on voit... Je comprends totalement qu'une relation employé-patron, c'est le patron qui doit avoir le dernier mot. Mais un patron, c'est pas parce qu'il a le dernier mot que pour autant il ne peut pas écouter l'opinion de ses employés. Moi-même, je veux faire la réalisation, je travaille avec un réalisateur et j'ai eu la possibilité d'aller sur plusieurs tournages. Et même si c'est le réalisateur qui est le dernier, celui qui a la parole, la dernière parole, quand il dit on fait comme ça, c'est qu'on fait comme ça, eh bien, ça veut pas dire que pour autant, quand il se pose la question, mais comment est-ce qu'il faut faire, ou alors qu'il fait une proposition, par exemple, on va tourner ça comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire ah, mais tu penses pas qu'on pourrait mieux faire comme ça parce que ça se passera mieux. Et voilà, s'il dit non, je veux pas, ok. Mais d'un autre côté, si par contre il va quand même écouter l'argument de l'autre et il va quand même, voilà, enfin, il va quand même y répondre, quoi. Et en fait, c'est ça que je trouve un petit peu malsain dans la relation professeur-élève, c'est que normalement, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'un un professeur est un éternel étudiant. Voilà, c'est une phrase, je crois, c'est une phrase dans le Japon antique, je crois, quelque chose comme ça, enfin bon, bref. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que justement, je pense qu'à l'université, on ne devrait pas encore avoir cette relation employé-patron, en fait. Parce que ton professeur, c'est pas ton patron. Il est pas là pour te dire ce que tu dois faire ou pas, justement. Il est pas là pour te dire bah moi j'attends que toi que tu remplisses des tableaux Excel, en fait. Ça, c'est après dans ta vie, parce qu'en plus il y en a qui seront parfois jamais employés, il y en a qui seront parfois jamais patrons. Donc je pense que le rôle d'un professeur, honnêtement, hein, c'est d'échanger et de faire grandir en fait les opinions de chacun. Je crois que c'est le rôle d'un professeur, c'est de, quand on voit plus aujourd'hui hein, à quel point l'esprit critique est manquant, je trouve que le rôle d'un professeur, c'est de, je vais dire, tailler l'esprit critique de ses élèves, et c'est comme ça en fait qu'on approche de l'objectivité, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à ne pas être insultant envers les personnes qui ont une opinion différente, parce que l'esprit critique, c'est pas juste en fait dire moi j'ai la vérité et toi tu mens, c'est de remettre en question toutes ses croyances ainsi que, enfin tout son savoir ainsi que celui de ton, enfin voilà, de ton collègue, de ton ami, de voilà. Et personnellement, je le vois même rien qu'avec cette chaîne, j'en apprends bien plus
sans jamais, enfin voilà, sans affirmer quelque chose, en présentant toujours mon opinion, en présentant parfois des sources ou parfois des informations, mais jamais en disant « ça c'est la vérité ». Et moi, nombre de professeurs, j'ai pu les voir à l'œuvre, et vraiment, bon voilà, après c'est mon expérience personnelle évidemment, mais de ce que j'entends, ça n'a pas l'air d'être simplement mon expérience, mais je trouve qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont l'air très sûrs d'eux pour des professeurs en fait, pour des chercheurs, pour enfin, voilà, des enseignants. Et je trouve ça assez dommage parce que bah, quand on est à l'université, on est tous adultes, hein, qu'on le veuille ou non, on est légalement adultes. Et je pense que plutôt que de nous prendre comme des enfants encore, hein, qui sommes trop jeunes et qui ne pouvons pas comprendre le sens de la vie, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'intérêt à nous prendre comme des adultes responsables et en tant qu'adultes responsables, hein, justement, capables aussi d'avoir une opinion et capable aussi de, enfin, et justement forcer la remise en question. Et c'est ça que je trouve dommage, d'autant plus qu'en Belgique, mais je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo, en Belgique, en première année, il y a énormément d'élèves qui viennent, qui passent, et qui ratent. Et donc c'est dommage que, quitte à même... Enfin, il y en a énormément qui arrêtent l'université, et quitte à ce qu'ils arrêtent l'université, autant qu'ils aient passé une année à se remettre en question, à remettre en question leur connaissance et leur savoir, et à se poser des questions sur la, je veux dire, même de manière plus générale, justement, sur leurs compétences, etc., plutôt que de passer et de se dire « Ah bah non, l'université, il faut juste retenir par cœur et pas se remettre en question. » Voilà. Et ça, moi, c'est un truc que je trouverais génial. Bref, c'était le dernier commentaire, j'ai assez parlé, encore une demi-heure, mais je sais que vous aimez ça. Au fond, je le sais. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et puis sinon, on se dit à tout de suite. J'ai quelques nouvelles hein, qui sont passées et que je trouve extrêmement intéressantes. Bref, à tout de suite. La bise.